Bonjour à toutes et à tous, ici Pierre Saint George. Je suis aujourd'hui à Moscou. Euh, Derrière moi, la place rouge, que je ne peux pas très bien vous montrer, puisque il y a une grande manifestation avec des échafaudages et des gradins, et donc on ne peut pas voir la grandiosité de cette très belle place. Je suis ici à Moscou pour le lancement de mon livre, deux de mes livres, Survivre à l'effondrement économique et Femmes au bord de la crise, en langue russe, en version russe. Et c'était un immense plaisir que je retrouve la Russie, où je n'avais pas pu venir depuis quelques temps, puisque je n'y travaillais plus, mais où dans le passé, j'y ai quand même passé quelques années, quelques temps en tout cas, dans quelques années à y travailler au cours de voyages. La version russe de Survivre à l'effondrement économique comporte, comme toutes les versions que je fais dans d'autres langues que la version originale en français, quelques chapitres supplémentaires. Et en l'occurrence, dans la version russe, j'ai écrit une postface intitulée La Russie et l'effondrement économique. C'est pas très original, mais où j'ai écrit quelques-unes des idées que je voulais ajouter à Survivre à l'effondrement économique, spécialement par rapport aux Russes et à leur pays. Et donc, comme j'aime bien vous faire plaisir, je vais vous la lire en français, puisque je l'ai écrite en français, ne connaissant pas le russe. Et donc, je vais vous la lire maintenant. Alors voilà, je vais vous le lire et j'espère que vous serez indulgent avec la prise de son. Je vais le faire en mode audio, de manière à ne pas vous prendre trop de mémoire. Postface à la version russe de Survivre à l'effondrement économique. La Russie et l'effondrement économique. La Russie n'est jamais aussi forte ni aussi faible qu'on le croit. Otto von Bismarck, homme d'État allemand, 1815-1898. Ma famille a une dette envers la Russie. Mon grand-père, capturé par les forces armées allemandes en 1943 et travailleur forcé dans une usine de moteurs de camions Mercedes dans l'est de l'Allemagne, a été libéré par l'armée rouge au printemps 1945. Depuis cet événement, il est resté reconnaissant envers l'Union soviétique et nous racontait, lors des dîners de fête, que si nous étions là, c'était aussi grâce aux Tovarichis. Ainsi, regarder chaque année le 9 mai le défilé de la victoire reste un moment émouvant pour moi, car il me fait penser à mon grand-père. Je suis né en 1971, bien après l'épopée de la conquête spatiale. Mais les prouesses technologiques au nom de Sputnik, Vostok, Lunokhod, Soyouz, Mir, Salyut, ainsi que le nom des héros qu'ont été Gagarin, Titov, Tereshkovka, Leonov, Manarov, résonnaient dans mon esprit d'enfant dans les années 1970 comme l'écho grandiose d'une civilisation œuvrant pour le progrès de l'humanité. Bien sûr, j'ai aussi subi, comme la plupart des Occidentaux, l'effet de la propagande qui essayait de nous convaincre que nous étions libres, surtout de consommer. Et gentil, alors que le bloc soviétique, l'empire du mal selon Ronald Reagan, était économiquement arriéré au bord de la famine, dictatoriale, militariste et avec le projet de conquérir le monde et de le soumettre par la force à l'idéologie communiste. J'avoue avoir cru à ces exagérations et même avoir ébauché le projet avec des amis lycéens de nous enfuir dans les montagnes tels les personnages de l'excellent film Red Dawn, l'Aube rouge, et d'émuler les moudjahidines afghans dans une résistance contre les divisions blindées soviétiques. Ah, jeunesse naïve. Toutefois, ma passion pour l'histoire, et notamment l'histoire militaire, m'a permis d'apprendre à connaître la Russie au-delà de cette propagande et d'apprécier à leur juste importance tant les personnages historiques, Ivan IV, Pierre le Grand, Catherine la Grande, Alexandre Ier, Nicolas II, Lénine, Staline, que les grands événements, la conquête de l'Extrême-Orient, les guerres napoléoniennes, 14-18, la Révolution d'octobre, la guerre civile, la nouvelle politique économique, le goulag, la grande guerre patriotique, la déstalinisation, que les grandes batailles militaires, Poltava, Borodino, l'offensive Brusilov, les sièges de Leningrad et de Stalingrad, les opérations Uranus, Saturne, Bagration, la prise de Berlin, la Hongrie en 1956, Prague en 1968, l'Afghanistan. Que la très vaste culture littéraire et artistique russe, les écrivains et poètes Pouchkine, Gogol, Tourgueniev, Tolstoï, Bulgakov, le cinéma d'Eisenstein, de Sergei Bondarchuk, ou plus récemment de Nikita Mikhailkov, Fedor Bondarchuk,
mais aussi l'architecture constructiviste, néoclassique, stalinienne, l'art nouveau. D'ailleurs, je m'en souviens comme si c'était hier, par hasard. Mon sujet d'histoire à l'examen de fin de lycée était de 1905 à 1923, histoire de la Révolution russe. Comme j'aime le dire pendant mes conférences, de Dostoïevski à Rokossovski, j'aime la Russie. Plus tard, j'ai même plusieurs fois séduit des femmes que j'avais invitées dans mon appartement grâce au cœur de l'Armée rouge. Avouez que la dimension érotique des chansons comme Les yeux noirs, de l'adieu à la Slavianka, ou de la guerre sacrée, ou encore l'hymne de l'Union soviétique ou les bateliers de la Volga reste peu connue. Je me souviens également de ce jour de 1984 où, rentrant de l'école, ma mère m'accueillait inquiète en me disant d'un air grave « Andropov est mort !» C'est qu'à cette époque, nous pensions en Occident que chaque nouveau président du comité central du Parti communiste et sa nouvelle politique pouvaient précipiter la Troisième Guerre mondiale. Ce ne fut évidemment pas ce qui se passa avec Mikhail Gorbatchev, et nous découvrîmes, venant d'au-delà du rideau de fer, de nouveaux mots. Perestroïka, glasnost. Et, lorsque le mur de Berlin et tout l'Empire soviétique s'effondra, c'était un véritable monde qui changeait pour moi. Je ne me rendais pas encore compte que si le monde multipolaire s'effondrait, pour laisser la place, pour un temps, à l'hégémonie ultralibérale de l'Amérique, pour la population russe, la décennie des années 1990 fut un véritable effondrement économique. Il est difficile pour un occidental de comprendre ce qui s'est passé pendant les années Yeltsin, et c'est seulement après avoir voyagé en Russie dès 2001 pour y établir des canaux de distribution pour des entreprises de logiciels que j'ai pu comprendre la phrase prononcée par le président Vladimir Poutine plus tard « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, celui qui la regrette n'a pas d'intelligence ». En tout cas, je suis ravi de voir que du chaos des années 1990, où des clans politiques et d'affaires, les conseillers ultralibéraux, les mafias, les réseaux occultes des anciens du KGB, les lobbies militaires, les parrains traditionnels, Vorivi, Zakone, et les oligarques israéliens s'affrontaient, se déchiraient et se recomposaient sans cesse au détriment de la population. De cela est surgi à la fois un nouvel ordre et une nouvelle puissance économique. Ce n'est pas la première fois que la Russie s'effondre et se redresse, mais à chaque fois, à quel prix ? Les choses ont changé, bien sûr, et habitant à Genève, en Suisse, je suis parfois amusé par le nombre de visiteurs dans ma ville que l'on entend au détour d'une terrasse parler russe. Parmi ceux-ci, il y a de très riches nouveaux Russes, comme on dit, certains comptant parmi mes clients de conseil, qui, venus en Suisse placer leur argent et s'installer dans des villas ou des châteaux, peuvent donner une image erronée de la Russie à mes compatriotes. Une plaisanterie, ne dit-elle pas, qu'un de ceux-ci exhibait à son ami une montre acquise pour 500 000 francs, et le deuxième lui répondait « 500 000 ? Idiot ! La boutique en face a la même pour 1 million !» Je me considère chanceux d'avoir pu travailler dans les pays de l'ex-Union soviétique, pays baltes, Ukraine, Kazakhstan, et bien sûr les fascinantes villes que sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais au fond, je ne connais que très peu la Russie, qui ne saurait se réduire à ces deux grandes villes, à son histoire lue dans les livres, ou aux rencontres avec mes amis et clients russes, ou encore avec les quelques relations amoureuses que j'ai eu la chance d'y vivre. Il me faut rester humble. Cependant, le peu que j'en connais est intéressant, séduisant, plein de paradoxes, où se côtoient subtilité et rusticité, rationalité et mysticisme, nostalgie et innovation, immense intelligence et nonchalance déconcertante, grâce et brutalité, amitié profonde et méfiance discrète. La fameuse âme russe me semble bien réelle, mais simultanément impossible à définir. Je ne crois pas être le premier à ressentir cette incertitude face à un pays immense et un peuple à l'histoire si particulière. En plaisantant, et pour les connaisseurs, je dirais qu'il est évident qu'il n'y a que dans ce pays que le Kalachnikov eût pu être inventé. La Russie a une histoire dure et a déjà vécu 3 effondrements économiques rien qu'au XXe siècle. Le premier, débutant pendant la Première Guerre mondiale, s'amplifiant autour de la Révolution et de la guerre civile, résultat des millions de morts à cause des combats, des famines et des dislocations économiques du pays. On pourrait y ajouter des effondrements économiques régionaux lors des collectivisations forcées et de la terreur en cours lors des années 30. Le deuxième, lors de la Grande Guerre patriotique contre l'invasion allemande de 1941 à 1945,
Au bilan de ce conflit, le plus meurtrier de tous les temps, plus de 20 millions de morts règnent du côté russe. Des violences inouïes commises contre la population civile, des tragédies pour des millions de familles, une destruction colossale des infrastructures, des ressources agricoles et industrielles, et un traumatisme qu'un occidental comme moi a peine à imaginer. Le troisième, lors de la disparition de l'URSS, de son démembrement et de la transition vers l'économie de marché de 1991 à 1999. Si le nombre de morts directes fut faible, qu'en est-il de celui indirect par maladie, manque de soins, alcoolisme, drogue, criminalité et baisse de la natalité? Cet effondrement économique, avec son lot de misère sociale, de désarroi psychologique, de perte de repères, fut l'une des périodes que j'ai étudiées pour l'écriture de ce livre. Ces tragédies ont sûrement enseigné beaucoup de leçons, et parmi celles-ci, que les changements brutaux et trop rapides sont tragiques et coûteux, que l'autonomie alimentaire et énergétique sont primordiales tant pour un individu que pour une famille et que pour un pays tout entier, qu'un pays faible devient rapidement la proie de puissances étrangères, que la guerre est la pire des solutions, mais est parfois inévitable, que la victoire est une question de vie ou de mort. Et donc, qu'en est-il de la Russie dans l'effondrement économique que je décris dans ce livre? Il serait facile de se dire que la Russie va bien aujourd'hui. C'est vrai. Le niveau de vie a beaucoup augmenté. La force économique et militaire du pays s'est renforcée. Le pillage des richesses par une petite clique d'apparatchiks et de mafieux a cessé. Les libertés, notamment de publication de livres, de déplacement, d'expression, d'opinion publique, de pratiquer une religion, d'accès à Internet et aux informations, de sa vie sexuelle dans sa sphère privée, etc., sont plus grandes que jamais auparavant, et probablement plus que dans de nombreux pays occidentaux. Les infrastructures ont été considérablement améliorées et étendues, le terrorisme semble avoir été maîtrisé, le peuple russe a retrouvé une saine fierté patriotique. Que de chemin parcouru depuis la période de Boris Eltsine et les réformes économiques basées sur la thérapie de choc. Depuis les guerres désastreuses dans le Caucase, depuis les premiers échecs contre le terrorisme, ou encore depuis l'impuissance face à la tragédie du sous-marin Kursk. Pas étonnant qu'un grand penseur comme Alexandre Solzhenitsyn ait apprécié la providentialité d'un homme comme Vladimir Poutine, l'un des artisans majeurs de cette renaissance de la Russie. C'est vrai, la Russie a des avantages très importants dans le cadre d'un effondrement de l'économie mondiale. Le pays est vaste, relativement peu peuplé, et, à part les très grandes villes toujours dangereuses à cause de leur grande taille et de la difficulté à les ravitailler, la plus grande partie du pays est proche de zones de production agricole. Les sources d'énergie et de ressources naturelles sont encore considérables et, si bien gérées, pourraient permettre de continuer à faire fonctionner une grande partie des industries et des transports. L'agriculture et la gestion de l'eau douce ont beaucoup été améliorées ces dernières décennies. Les infrastructures ont été modernisées et étendues. Le pays reste culturellement et identitairement relativement homogène. Le leadership politique et économique est de grande qualité intellectuelle et morale. Il semble que le KGB a été une très bonne école. Le niveau d'éducation de la population reste élevé et pragmatique. Il y a des compétences très pointues dans des secteurs industriels stratégiques, énergie, métallurgie, sciences des matériaux, recherche médicale, pharmaceutique, aérospatiale, microélectronique, informatique, etc. L'expérience des difficultés passées est à la fois riche d'enseignements et source de détermination en cas de crise. Je crois que la Russie a beaucoup d'atouts pour devenir une nation autonome durable, une super BAD. Toutefois, il y a des dangers. Tout d'abord, il y a le danger que l'économie de la Russie ne devienne trop dépendante d'une rente liée à l'extraction de ressources naturelles, essentiellement le gaz et le pétrole, auxquels on pourrait y ajouter les minerais, les terres agricoles, l'eau douce, l'hydroélectricité, et ne finissent par ressembler à un immense émirat du Golfe. La Russie a besoin de développer ses activités économiques et industrielles stratégiques, notamment extraction, production et distribution d'énergie, bien sûr, avec un accent sur les sources d'énergie renouvelables si cela est possible, mais aussi production et distribution agricole biologique, production de technologies efficaces, de pointe ou rustiques selon les cas, dans l'armement, la santé, la biotechnologie, la microtechnique, l'aérospatiale ou encore la production de machines-outils. Ensuite, la Russie est encore très dépendante de capitaux internationaux. Il y a probablement énormément d'opportunités d'investissement en Russie qui pourraient intéresser du capital russe, qu'ils proviennent de grandes fortunes. Peut-être que les nouveaux riches russes pourraient investir plus localement et moins à Monaco, dans mon pays ou les bourses internationales, ou encore de fonds regroupant des moyens et petits épargnants. Sans doute le succès des venture capital de la Silicon Valley aux États-Unis ou de l'Inde
pourrait être une source d'inspiration. Il y a probablement aussi beaucoup à faire pour utiliser des politiques fiscales avantageuses et d'autres encouragements pour stimuler l'entrepreneuriat et la création de nouvelles entreprises dans des domaines stratégiques. Un autre danger important réside dans l'opinion internationale qui veut subtilement forcer le monde entier à adopter des modes de vie occidentaux qui lui ont visiblement si bien réussi, sous couvert bien sûr de droits de l'homme, de tolérance, de démocratie et d'ouverture. Cette nouvelle propagande organisée, encourageant le sans-frontiérisme, le tiers-mondisme, le relativisme des idées et des valeurs, le politiquement correct, la déresponsabilisation du citoyen, la subversion de tout ce qui rend fort et l'encouragement de tout ce qui rend faible. C'est en fait la conquête par un certain marxisme intellectuel sur l'Occident via son intelligentsia. C'est une victoire planifiée, sournoise et posthume de l'URSS sur l'Occident. Il n'y a qu'une manière de lutter contre cette propagande, puiser dans ses racines culturelles la force morale pour résister à ces tentations, souvent amenées via l'individualisme, le narcissisme et la consommation qui nous rendent esclaves de nos propres désirs, eux-mêmes influencés par la publicité. De plus, la Russie doit continuer à tracer sa voie, à déterminer sa politique économique, industrielle ou sociétale, ses alliances stratégiques selon les intérêts de son peuple, et non de l'opinion d'un Occident moribond, opinion qui ne représente d'ailleurs plus celle des peuples des nations occidentales. Logiquement, le danger suivant est celui d'un multiculturalisme débridé et non géré. Voyez comment en Occident la politique migratoire a eu des conséquences catastrophiques, créant des poches de pauvreté autour des grandes villes, encourageant le parasitisme à coups d'aide sociale, avec de l'argent qu'ils n'ont pas et qu'ils empruntent, augmentant encore plus la dette et donc l'assujettissement des nations à la finance internationale. Et important une forme d'islamisme radical, véritable bombe à retardement et source de guerre civile, si certains veulent un califat allant de Poitiers à Boukhara, ou rêvent de transformer l'Angleterre ou la France en Liban, en Syrie, en Libye ou en Irak, où l'on voit le sort réservé aux chrétiens, c'est parce qu'il existe, là où il n'y en avait pas seulement 40 ans, une population de plus en plus nombreuse, déracinée et aliénée, puisant un espoir illusoire dans des idéologies folles. Cela, la Russie peut l'éviter, car les risques du multiculturalisme sont bien connus grâce à la longue expérience qu'ont les Russes à vivre côte à côte et en bonne intelligence, avec des communautés d'Asie centrale et du Caucase, ainsi qu'avec des dizaines d'autres nationalités de Russie résidant dans les grandes villes, et ce depuis l'époque tsariste. Il faudra continuer à gérer cela avec sagesse, mesure, justice et fermeté. Le plus grand risque reste l'agressivité des forces hostiles venant de l'extérieur, notamment des États-Unis et de leurs vassaux que sont les membres de l'OTAN et certaines pétromonarchies qui financent les terroristes du Caucase ou d'Asie centrale. Leur objectif est clair, démembrer ou, à défaut, contrôler la Russie pour en saisir ou contrôler les ressources naturelles indispensables pour la survie au cours du XXIe siècle. La Russie dispose de 17% des réserves mondiales de gaz et d'au moins de 5% des réserves prouvées de pétrole. La stratégie des États-Unis en ce domaine a été de nombreuses fois expliquée par des gens comme Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller du président Jimmy Carter, mentor de Barack Hussein Obama et membre influent de l'establishment américain, qui écrit dans ses livres que les États-Unis devraient, afin d'asseoir leur domination totale sur la planète, créer un cordon sanitaire autour de la Russie pour l'isoler et utiliser des mouvements et des organisations non gouvernementales pour la déstabiliser de l'intérieur. Et, si cela ne marche pas, provoquer des conflits de plus en plus forts pour l'affaiblir, voire la détruire. Et ce n'est que dans ce contexte que l'on peut comprendre l'expansion de l'OTAN pour inclure les anciens pays d'Europe orientale comme la Pologne, les pays baltes, la Roumanie. Ce n'est que dans ce contexte que l'on peut comprendre le soutien des États-Unis et de l'Union européenne aux révolutions colorées, véritable coup d'État, et au nouveau gouvernement de Géorgie ou d'Ukraine dans leur politique hostile, voire militairement agressive à l'encontre de la Russie. Prenons le cas de l'Ukraine. Le rôle des États-Unis dans le chaos provoqué en fin 2013 et au cours de 2014 est clair. Ces actions ne sont évidemment pas faites pour le bien du peuple ukrainien, mais par hostilité envers la Russie et la forcer à intervenir dans ce conflit afin de l'affaiblir. Or, l'Ukraine a des liens économiques et culturels forts avec la Russie, et ce depuis des siècles, et c'est un maillon important, dans un futur possible, d'une grande région économique autosuffisante, allant de Lisbonne à Hong Kong, en passant par Vladivostok. Ce serait bien sûr un cauchemar pour les États-Unis et la fin de leur domination atlantiste du monde.
et ça pourrait amener un vrai monde multipolaire, mieux apte à gérer les défis du futur proche. Cela n'est pour l'instant pas possible, car les élites européennes actuelles ont toujours une mentalité anti-soviétique muée en anti-russe. Sans doute qu'un jour, une nouvelle génération de leaders européens, plus jeunes, plus ouverts, plus pragmatiques et surtout moins corrompus, vont pouvoir permettre un vrai rapprochement. À moins que ce ne soient les dirigeants des multinationales européennes, et notamment les allemandes, qui voient dans les marchés russes une grande source de profit et qui voient donc d'un très mauvais œil tout ce dogmatisme contre-productif. Fort heureusement, dans la crise ukrainienne, la Russie a, au moment où j'écris ces lignes, très bien réagi, avec rapidité, démocratie et fermeté en Crimée, avec retenue, intelligence et non-intervention lors des combats entre forces armées de l'ouest de l'Ukraine et la population de l'Est. Les actions agressives des dirigeants des pays de l'OTAN ont eu comme effet, pourtant prévisible, de renforcer les liens de la Russie avec la Chine et les autres pays des BRICS. Et avec les amis traditionnels que sont le Bélarus, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et même, plus loin, l'Inde, l'Iran, Cuba, le Venezuela, ces pays forment déjà une alliance économique et peut-être bientôt militaire, et signifie qu'il y a dès à présent une alternative crédible au dollar américain. Il n'est donc pas étonnant que ceux qui contrôlent les États-Unis veulent arrêter à tout prix cette tendance, quitte à créer le chaos partout, quitte à provoquer des guerres, afin de resserrer autour d'eux leurs alliés et maintenir l'illusion qu'ils sont toujours indispensables. Leur système s'effondre, et la guerre peut être un moyen de tenir encore un peu. Et s'ils doivent pour cela détruire la Russie, ils n'hésiteront pas une seconde, comme leurs pères et grands-pères n'ont pas hésité à agresser sans cesse depuis un siècle. Et si cela doit provoquer des millions de morts, voire une guerre nucléaire, cela semble ne pas les préoccuper. Il y a dans ce raisonnement de la folie, ou une foi hubristique dans les systèmes de défense antimissiles balistiques, probablement des deux. Au cours des 3 effondrements économiques subis par la Russie au cours du XXe siècle, le peuple russe, au sens de narod, a vécu des moments tragiques qui se sont placés dans une certaine continuité fataliste de son histoire. Ce fatalisme n'est pas une faiblesse lorsqu'il est, comme c'est le cas pour de nombreuses générations de Russes, lié à une volonté indomptable de survivre. Car de cette lutte pour la survie découle une force, une armure mentale et physique, capable de surmonter des obstacles immenses et, pour finir, de vaincre. Vaincre et reconstruire. Reconstruire sa famille, sa terre et sa patrie. J'ai mentionné dans mon livre que je crois la Russie invincible. Tant que le peuple russe gardera son âme, cette affirmation restera, c'est ma conviction, vraie. Genève, août 2014. Post-scriptum. Depuis la première parution de ce livre, en octobre 2011, les événements internationaux semblent avoir donné raison à certaines des tendances lourdes que j'avais identifiées. Les chiffres et les statistiques économiques de l'Union européenne et des États-Unis sont de plus en plus maquillés et trompeurs. La production de pétrole non conventionnel n'a pas eu d'effet miraculeux et montre de plus en plus ses limites en termes de coût et de volume, alors que la production de pétrole conventionnel décroît déjà. Les politiques des pays dépendants de ressources sont de plus en plus incapables de retrouver une croissance indispensable au maintien de la paix sociale via les subventions publiques. De nombreux pays ont été déstabilisés pour le contrôle de leurs ressources. Les tentations pour l'eau douce augmentent en Afrique et au Moyen-Orient et en Asie. Les États-Unis ne maintiennent péniblement leurs finances à flot qu'avec une création de monnaie scripturale colossale. La dette de la plupart des pays ne cesse d'augmenter, rendant l'inévitable chute de plus en plus forte. Des phénomènes conjoints de déflation sur l'immobilier, sur les produits de consommation non vitaux, ordinateurs, téléphones, etc., et d'inflation sur la nourriture, les carburants, etc., rendent la vie de la classe moyenne plus difficile. Les tensions ethnico-culturelles ne font qu'accroître, le ressentiment de la population s'exprime de plus en plus durement, voire violemment, ce à quoi la police répond de plus en plus par la militarisation de ses forces et par des systèmes de surveillance accrus. De plus en plus de gens ne croient plus dans leur système économique et social, le monde tel que nous le connaissons vacille de plus en plus. Il est plus que jamais nécessaire de nous préparer.
Children.